Aidez-nous à partager le direct, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Je suis de retour pour la deuxième présentation de la journée. On va en faire beaucoup. C'est une journée consacrée au marathon de direct. Cette présentation porte sur la création au Burkina Faso de la Banque de dépôt du Trésor. Voilà. C'est l'occasion pour moi de saluer tous nos frères et sœurs qui vivent dans l'Alliance des États du Sahel. Ceux qui vivent à Ouagadougou, ceux qui vivent je commence à oublier quand même des villes. Hein. Bon, voilà, il y a Ouagadougou. D'abord, ceux qui vivent au Mali, à Gao. Ceux qui vivent au Mali, à Bamako. Ceux qui vivent au Mali, à Kidal. Hein, ceux qui vivent au Mali, on va apprendre plus de villes. Il y a ceux qui vivent au Burkina Faso, qui vivent à Bobo Dioulassou. Donc, qui vivent à Bobo Dioulassou, ceux qui vivent à Ouagadougou. Et je vous promets que je vais ville. Donc, ça va nous permettre assez rapidement de connaître, voilà, Bobo Dioulassou. Merci. Donc, mettez-moi le maximum de villes de l'AES et je vais les lire. Akoupti, voilà, Akoupti, à Bobo Dioulassou, à Ouagadougou, au Mali, à Bamako, à Gao, à Kidal, au Niger, à Niamey, à Agadez. Vous voyez, la conséquence aussi de l'école coloniale, c'est que si vous me demandez là de citer 20 villes françaises, je vais les citer rapidement. Et si vous me demandez de citer les villes maliennes, burkinabé ou nigériennes, j'aurai du mal. Donc, il y a un gros travail à faire. Et pourtant, j'ai déjà préparé le direct. Je continue à le préparer hein, sur PowerPoint, sur les richesses du sous-sol du Sahara ou du Sahel. Donc, des trois pays là, à partir du Niger jusqu'au, si j'ajoute la Guinée, ça fait 4. Donc, on aura l'occasion de le faire. Donc, bonjour à nos chers frères qui vivent dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. J'aimerais, avant de commencer ma présentation, dire une chose. J'ai vu une polémique qui a opposé Franklin Nyamsi, Nathalie Yam, semble-t-il, à Alain Foucault. Je trouve que on doit arrêter ces histoires-là entre Camerounais. Ces Camerounaiseries-là, c'est ça qui ne nous a jamais permis de faire quelque chose de vrai, à se tirer dans les pattes. Comme l'a dit Alain Foucault, j'ai bien réécouté son. Voilà, Burkina Faso, ok. Bobo Dioulassou, Koudougou, ok. Banfora, Ouyaï-Bouya, Poutenga, Kaya, Poa, voilà, etc. Voilà. Non, il faut aussi mettre les villes du Mali et du Niger. Je vais lire, s'il te plaît. Voilà, donc, tous mes excuses. Voilà, donc, je mets ça là. Burkina, Bobo Dioulassou, Koudougou, Banfora, Ouaïbouya, Pouitenga, Kaya et la ville de Poa. Donc, je connais la ville de Poa, voilà. Non, il faut aussi mettre les villes du Mali et les villes du Niger. Je vais les lire, s'il te plaît, Stéphane. Donc, c'est une polémique inutile. J'ai regardé ça où certains accusent les autres. Je pense que Alain Foucault a eu le passé qu'il a eu. Je veux dire, qui est Nathalie Yam et Franklin Nyamsi pour lui lancer la pierre hein? S'il fallait accuser Franklin Nyamsi, on parlerait de son passé dans ce qu'il y a eu au Burkina Faso, à la chute de Blaise Compaoré. Il était de quel côté On se rappelle de tous les tonnes qu'il a déversés sur le président Laurent Gbagbo. Là, il fallait se battre pour que le président Gbagbo soit libéré et qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire. On se rappelle tous les tonnes qu'il a déversés sur le président Gbagbo. Aujourd'hui, on se rappelle de tous les tonnes qu'il déverse sur le président Alassane Ouattara. Je peux ne pas être d'accord avec la position prise par le gouvernement ivoirien.
Mais ça ne m'autorise pas à faire une sortie publique pour insulter le président Alassane Ouattara. Pas du tout. Pas du tout. Je sais comment on procède. Je lui ai écrit. Moi, j'ai déjà écrit plusieurs fois au président Ouattara. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et plusieurs fois, on m'a répondu. Je lui ai écrit. Pour dire que président, voilà, vraiment, tes enfants de par le monde, voilà, je joins, signature, tel. Au besoin, je peux aller voir l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Je dis, voilà, monsieur l'ambassadeur, très respectueusement, je viens vous voir, je viens vous déposer un prix, voir les préoccupations de tel nombre de personnes, avec la liste des signataires. Je peux me déplacer à Abidjan, sans faire du bruit, sans dire, bon, voilà, me voici à Abidjan, je m'en vais. Non, 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 non. Vous vous déplacez, vous arrivez, vous demandez l'audience, vous allez être reçu. Mais les méthodes consistent hier à être avec comparé, insulté, etc. Et Nathalie Yamki était dans un camp. Elle était où là quand le président Babo a été arrêté par les troupes françaises, déporté à la CPI? Elle était de quel côté? Donc je vais dire qu'il faut un peu arrêter ces histoires-là. Laissez Alain Foucault tranquille. Moi, je l'ai dit 100 fois. Dans un contexte international où, quand les pays, les groupes d'intérêt étrangers veulent s'attaquer à un homme d'État africain parce qu'ils ne cèdent pas à ce qu'ils disent, ils ont 400, 500 médias pour l'attaquer. Nous avons peut-être aujourd'hui YouTube, Facebook, X ou ancien Twitter, Instagram, etc. Mais n'oubliez jamais qu'on aura quand même toujours besoin des médias mainstream. Et Alain Foucault, qui a fait pendant longtemps de l'information à RFI, encore, on peut le critiquer. Il n'a fait qu'interviewer les chefs d'État. Il n'a fait que rappeler l'histoire de l'Afrique, que les gens oubliaient. Après, chacun peut dire ce qu'il peut dire. Il a fait sa part. Et après, il a trouvé que le contexte international étant en train de muter, il fallait peut-être qu'il se lance dans un nouveau projet. Il a démissionné de RFI pour lancer un nouveau projet avec l'appui des hommes d'État africains. C'est une bonne chose. C'est une voie de plus. Et il a compris que quand le média était basé en France, avec le contrôle fiscal et tout, il allait mettre ça en RDC. Mais c'est une bonne chose. Il a lancé le projet Mansa. C'est une bonne chose. Moi, je n'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, je me joindrais à son projet. C'est une bonne chose. Je dis, ça sert à quoi de l'attaquer? Nous devons le soutenir. Parce qu'avec ce média-là, il aura la liberté informationnelle de continuer à interviewer les chefs d'État, de leur donner plus de paroles, et puis la narrative. Vous n'aurez jamais une narrative qui nous rend... Je veux dire, vous avez vu la semaine dernière, nous avons reçu ici, là, notre frère Yannick. Les analyses qu'il a fait, je peux vous dire que toute la semaine, je n'ai cessé d'avoir des gens qui disent, mais vraiment, on a regardé ça, c'est formidable. Cadres africains comme ça, et je lance un appel ici aux cadres africains. Si vous êtes burkinabé, si vous êtes malien, si vous êtes nigérien, si vous êtes ivoirien, si vous êtes sénégalais, venez, on va vous donner la parole. Parce que bientôt, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons sortir pour essayer de faire que des tech parks aux États-Unis fassent un mariage avec des tech parks en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et demain au Ghana, et demain, etc., etc. Ça suffit. Je veux dire que nous sommes assez chamaillés comme ça, là, et c'est ça qui cause notre retard. Ce que nous avons besoin là maintenant, c'est de produire la réflexion, de produire le savoir, de produire la narrative, de produire les analyses, de manière que les hommes d'État peuvent regarder ça et en s'appuyant dessus, ils bâtissent quelque chose. Ou bien d'expliquer les décisions que les décideurs politiques prennent dans leur pays. C'est ce que vous voyez aux États-Unis. Vous voyez la campagne électorale, ce n'est pas Kamala Harris qui va dire nous avons fait la Ford, ça a donné ceci. Non. Ils ont des milliers, des dizaines de milliers d'activistes qui, sur leur chaîne, font ce travail-là, expliquent en éboni, en anglais, en chinois, en ceci, pour que tout le monde comprenne. Et c'est comme ça que les gens votent pour eux. Donc, quand on est vraiment occupé à le faire, on n'a pas le temps de se tirer dans les jambes. Il faut arrêter ça. Merci beaucoup. Donc, au Mali, voilà, Mali, merci pour le Mali. Le Mali, voilà, vous avez des villes de Bamako, vous avez des villes de Ségou, vous avez la ville de Sikasso, vous avez la ville de Gao, vous avez la ville de Koutiala, vous avez la ville de Kalabankoro, vous avez la ville de Koulikoro. Ok. Bamako, je connais bien. Ségou, je connais bien. Sikasso, je connais très bien. Gao, ouais.
On étudiait ça dans les livres d'histoire et dans les livres de lecture quand on était petit. De la même manière, au Burkina Faso, la ville de Bobo Dioulasso, on étudiait ça dans les livres d'histoire. La ville de Bobo Dioulasso, oui. Banfora aussi, on étudiait dans les livres d'histoire, et Ouagadougou, voilà. Donc, maintenant, il faut mettre les villes du Niger, s'il te plaît. 10 villes au Niger. Je vais les lire. Donc, ce matin, je voulais vous parler de la création par l'État du Burkina de la Banque des dépôts du Trésor et des entreprises publiques, ou des entreprises et des institutions publiques. Voilà. Donc, ça peut sembler être atypique. Ça peut sembler atypique. D'abord, je rappelle ce que c'est qu'une banque. Une banque, c'est une institution financière qui reçoit des dépôts. La banque, c'est une institution financière qui reçoit les dépôts et accorde des crédits. Voilà. Elle accorde des crédits, soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Des personnes physiques, c'est des personnes comme moi, bref, c'est des personnes physiques. Et des personnes morales, donc ce sont des entités qui se sont créées par contrat, un contrat entre des personnes et qui sont là pour durer pendant 99 ans, je crois. La formation d'un contrat pour les entités publiques, c'est 99 ans. Donc, la Banque des dépôts du Trésor, c'est une banque qui a été créée voilà, au Burkina Faso, qui va durer 99 ans. Chose comme ça. C'est la première chose. Cette banque, donc, qui est une institution financière à capitaux publics certainement de l'État, est agréée, donc elle va recevoir des dépôts. Et les dépôts, ici, ce seront les dépôts des personnes physiques, publiques ou privées, mais ce seront d'abord et surtout les dépôts du trésor public, c'est-à-dire que l'argent du trésor public, l'argent des impôts, les impôts des personnes physiques, les impôts des entreprises, les argents des droits de douane, l'argent des taxes, donc sur l'enregistrement, les timbres, la curatelle, les diverses taxes sur les droits d'enregistrement, enregistrement de contrats de bail, etc., 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 droits de douane, etc., etc., tous les taxes, l'argent des dons qui provient des institutions internationales, etc., etc. Donc, je vous décris un peu brièvement le business model de la banque. Je vais revenir dessus. Donc, elle va recevoir ses dépôts, elle va accorder des crédits. Mais avant qu'on aille en profondeur, je vais d'abord vous lire au moins la version officielle du gouvernement burkinabé avant d'aller en profondeur, où je vous parlerai du business model de la banque. Je vous parlerai du Conseil de sécurité et de la nécessité de créer cette banque pour des raisons de sécurité nationale, où je peux déjà en parler, où je vais lire d'abord avant d'en parler. Donc, je vais lire en parler. Donc, voilà. Donc, je lis déjà d'abord les propos de Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Il a dit, j'ai procédé ce vendredi 2 août au lancement officiel des activités de la Banque des dépôts du Trésor. Avec l'intégrité comme boussole, cette banque est un outil et un symbole de souveraineté économique et financière du Burkina Faso. Elle sera plus proche des populations et contribuera au développement socio-économique de notre pays à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants. Voilà, projets et programmes structurants. J'invite les Burkinabés, les organismes publics et privés de développement et les opérateurs économiques à recourir à la banque du Burkidim pour ainsi participer à l'œuvre de construction effective d'une économie souveraine au service du développement de notre pays. Plein succès à la Banque des dépôts du Trésor. Voilà. Ça, c'est les mots du président du Burkina Faso. Avant cela, je lis le communiqué qui avait été rendu public par la présidente du Faso. Secteur des finances, Banque des dépôts du Trésor, bientôt opérationnel. Le président du Burkina Faso va procéder au lancement officiel des activités de la Banque du dépôt du Trésor au siège de la banque logée au sein du Trésor public à Koulouba. Le lancement officiel des activités de la Banque des dépôts du Trésor traduit la volonté du gouvernement d'offrir aux citoyens des services bancaires disponibles et accessibles pour sur tout l'étendue du territoire à travers les trésoreries régionales, provinciales et départementales. La Banque des dépôts du Trésor, institution financière publique, est ouverte aux institutions publiques, sociétés d'État,
les établissements publics de l'État, les projets et programmes, collectivités territoriales, aux organismes internationaux, aux entreprises privées, aux associations, aux ONG, avec pour mission d'assurer la fonction bancaire du Trésor public au profit de sa clientèle. La Banque de dépôt du Trésor offre une gamme complète de services bancaires, notamment l'ouverture d'un compte, la collecte et la gestion des ressources, l'exécution des opérations. Elle met à la disposition de ses clients des moyens de paiement digitaux et promeut le développement des services bancaires innovants. La mise en service de la Banque de dépôt du Trésor à travers les services bancaires offerts participera à répondre aux besoins du personnel professionnel et de ses clients. Voilà. Je pense que je vais lire pour le Niger. Merci beaucoup, Stéphanie. Non, je pense que vous avez bien lu la création de la Banque des dépôts du Trésor au Burkina Faso. Si vous voulez, une banque, d'abord, j'explique le business model d'une banque comme celle-là. C'est assez atypique dans le continent africain parce que jusque-là, nous avons été habitués sur notre continent à voir les banques, quand on disait la banque, même dans la tête de nos parents, la banque, vous entendiez ça. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est même d'ailleurs ça qui m'a poussé à vouloir étudier la finance. On entendait nos parents dire la banque, mais c'est l'affaire des Blancs. C'est les Blancs qui connaissent ça. Qu'est-ce qu'un Noir peut faire avec la banque? Donc, déjà, des gens comme Paul Fokam Kamonier au Cameroun et puis Fosso Victor ont démystifié, ont cassé cette assertion-là en se lançant dans le domaine de la banque avec succès. Bon. Et aujourd'hui, ce que le Burkina Faso vient de faire, c'est une révolution. Voilà, c'est une révolution. Parce que dans beaucoup de pays, dans le Cameroun d'Aïdjo, on avait le Fonader, on avait la Banque Amnède, on avait beaucoup de banques publiques qui étaient bien gérées. Bon. Après, ceux qui ont suivi, Aïdjo par exemple au Cameroun, ont cédé à la doctrine qu'ils avaient entendue dans certains milieux français, comme quoi autoriser la banque dans son pays, c'était autoriser les banques étrangères à venir s'installer. Mais je pense que les autorités africaines ont vite déchanté quand elles ont vu surtout les erreurs de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire, où dans une affaire de conflit post-électoral, il a choisi deux choses, la violence et les sanctions. La violence, ça vous connaissez tous, le conflit militaire qui en a suivi avec les gens comme les Lecointre, qui n'ont pas hésité à utiliser les armes très lourdes pour mater les Ivoiriens. Et la deuxième solution là-dedans, ça a été, par exemple, celle qui a fait le plus mal, la fermeture des établissements bancaires. C'est-à-dire, on a dit, parce qu'il y a une décision qui a été prise par la CEDEAO, l'UMOA a décidé de ne plus reconnaître la signature de Laurent Gbagbo et par conséquent, les banques françaises qui détenaient 80% des dépôts, donc l'argent du Trésor ivoirien, qui détenaient l'argent des entreprises publiques ivoiriennes, l'argent de la coopération financière internationale à la Côte d'Ivoire, bref, tous les dépôts de la Côte d'Ivoire, elles ont fermé les portes avec les dépôts de la Côte d'Ivoire dans leur livre, et elles sont parties, et la Côte d'Ivoire n'avait plus accès à son argent. Voilà. Hein? Ça, c'est très grave. On n'a vu ça dans aucun pays au monde. La raison est simple. Le gouvernement ivoirien, il déposait tout son argent dans les banques, presque tout son argent dans les banques étrangères. 80% des dépôts, même du gouvernement ivoirien, les entreprises ivoiriennes, la CIR, CIFCA, bref, toutes ces entreprises, peut-être pas CIFCA, la CIR, et bien il y a d'autres entreprises, l'ONACI, toutes ces affaires-là, tout cet argent a été déposé au sein d'une entreprise publique ivoirienne, d'une des entreprises des banques étrangères. Et donc, quand on les a donné l'ordre de partir, le président Gbagbo s'est retrouvé asphyxié. Donc, d'aucuns disent qu'il aurait forcé la banque centrale, et c'est d'ailleurs ça qui lui vaut un procès aujourd'hui. Je ne connais pas tout l'affaire, donc je ne veux pas entrer là-dedans. Mais vous voyez très bien que la raison pour laquelle cette situation a été créée, c'est le fait que l'État, par exemple en Côte d'Ivoire, avait choisi de déposer une grande partie des dépôts des organisations publiques qui représentaient plus de 50% des dépôts dans le pays, dans l'argent du Trésor. Parce que si vous avez un pays qui a 6 000 milliards de recettes, dont ces recettes sont déposées dans les banques, si vous avez un pays qui a beaucoup d'entreprises publiques, l'argent déposé dans les banques, la caisse stable, etc., l'argent a été déposé dans les banques. Si du coup, les banques décident de fermer, donc de ne plus servir la clientèle, les fonctionnaires ne peuvent pas toucher leur salaire, les gens qui ont leur dépôt ne peuvent pas toucher, ça a créé une crise où des gens qui n'avaient rien à voir avec un conflit politique
se sont retrouvés dans la merde. Et je pense que ça a commencé à tarauder l'esprit de beaucoup de dirigeants africains qui ont commencé à se dire, OK, même dans un pays comme le Cameroun, on a vu rapidement l'État distribuer la licence d'ouverture des banques à des nationaux et on a commencé à diversifier. Et si vous voyez bien, quelqu'un comme Paul Biya qui est assez rusé, vous avez très bien vu que progressivement, si vous regardez très bien, regardez bien les banques étrangères qui étaient au Cameroun, elles ont commencé à fermer et partir les unes après les autres. Vous avez vu arriver les banques nigérianes, vous avez commencé à voir arriver les banques panafricaines, vous avez commencé à voir les Camerounais à qui on a donné les licences pour créer des banques. Et cela s'est fait au détriment des banques étrangères parce que l'acte qu'avait posé Sarkozy était un acte malheureux. Donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Donc, les banques étrangères, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le fâcheux incident qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, même dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez bien que le tissu bancaire tel qu'il était sous Laurent Gbagbo et tel qu'il est aujourd'hui sous le président Ouattara, ce n'est plus la même chose. Ça a été tellement diversifié, pareil. Même le président Ouattara a fait la part belle aux banques panafricaines, aux banques à capitaux ivoiriens. Je ne vous dis pas, aujourd'hui, NSIA, qui est un fonds de pension ivoirien, est actionnaire de plusieurs groupes bancaires en Afrique. Je veux dire que c'est même l'un des actionnaires de référence de plusieurs grands groupes bancaires en Afrique. Donc, ça, il faut le dire. Donc, c'est cela qui a... Bon. Donc, la Banque des dépôts du Trésor ivoirien, d'abord, son business model, c'est lequel? D'abord, comme je le dis, d'abord, la Banque des dépôts du Trésor Burkina Faso. Le premier enjeu, c'est des enjeux de sécurité nationale. Le Burkina Faso est confronté à des problèmes de sécurité nationale, même si le capitaine Ibrahim Traoré ne va pas le dire publiquement, mais moi je pense, et quand on voit pourquoi tu me dis quelle blague Paul Biya rusé? Pourquoi tu dis que quelle blague Paul Biya rusé? Paul Biya n'est pas rusé. Je te dis que si je parle des faits, prends le tissu bancaire camerounais. Quand il y a eu la crise 2002-2010 en Côte d'Ivoire, pendant 8 ans, regarde qui faisait la banque au Cameroun. Et aujourd'hui, en 2024, ça veut dire 20 ans après, regarde qui fait la banque au Cameroun. Donne-moi le nombre de banques françaises qui avaient au Cameroun en 2000 et donne-moi le nombre de banques françaises qu'il y a au Cameroun en 2024. Vous aimez les polémiques inutiles. Fais toi-même l'étude là, tu vas voir le nombre de banques françaises. Non, je te parle des faits. Toi, tu m'embarques dans autre chose là. Je te parle des faits. Donne-moi le nombre de banques françaises qu'il y avait au Cameroun en 2000, en l'an 2000, et tu me donnes le nombre de banques françaises qu'il y a au Cameroun en 2024. Voilà, tu dis ok, voilà. C'est ça qu'on parle. Pourquoi vous mettez la polémique? Ça ne peut pas être le fait d'un hasard. S'il n'y a pas que Paul Biya, bon, ok, le nom de Paul Biya vous a choqué, mais c'est dans tous les pays africains. Les présidents africains, il a dit que Sarkozy a commis une erreur très grave. Il faut le dire, ça a été une erreur très grave. Je le dis d'autant plus que je gérais le portefeuille, l'argent d'une des grandes multinationales françaises, des milliards de francs CFA. Je sais ce qui s'est passé, il y a des choses que je ne peux pas dire là. Les chefs d'entreprise français n'étaient pas contents. Sarkozy a créé un préjudice. Tous les ministres des Finances africains disaient ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Et ils ont pris des décisions discrètement. Voilà. Ils ont commencé à ouvrir le marché bancaire parce qu'ils se sont dit un Camerounais n'aurait jamais fermé une banque et confisqué les dépôts des gens pour faire tomber un régime. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont commencé à faire venir les UBA, ils ont commencé à faire venir les Ecobank, ils ont commencé à donner des licences à plus de Camerounais, ils ont fait venir les banquiers, les BGFI Bank, etc., etc. Ils ont fait au détriment des banques françaises. Ce n'est pas qu'au Cameroun, dans tous les pays africains, ça s'est passé comme ça. Parce que les présidents africains ont un syndicat, ils ont bien vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Où Sarkozy avait demandé aux banques françaises de fermer et de partir avec les dépôts des
de tout le monde. Les gens sont restés à la maison. C'est-à-dire que tu avais ton argent à la banque, tu es malade, ceux qui regardaient la RTI, il y avait des gens qui étaient malades, ils avaient l'insuffisance rénale, ils ne pouvaient pas aller prendre leur argent dans la banque pour aller à l'hôpital. Ça a été une erreur terrible. Et qui a eu des conséquences. Je sais de quoi je parle, je ne veux pas dire certaines choses-là. Mon patron en France était malade. Il disait, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui a pris ce mec? Et les conséquences ne se sont pas fait sentir. Voilà. Donc, je reviens au Burkina Faso. Au Burkina Faso, donc, le Burkina Faso a donc mis en place, c'est certainement pour des raisons de sécurité nationale. Parce que l'État du Burkina Faso sait très bien que dans un pays comme le Burkina Faso, où le tissu économique n'est pas aussi diversifié qu'on peut le voir en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique du Sud, au Kenya, etc., au Maroc, mais est en construction. Le gouvernement ivoirien a très bien vu que, burkinabé a très bien vu que la masse des dépôts, c'est l'argent du trésor public, c'est l'argent des entreprises d'État, c'est l'argent de la coopération internationale, ça veut dire les prêts, les dons, l'argent de la coopération financière internationale, les prêts, les dons, etc. Merci Alassane Diop, merci beaucoup, cher frère. L'argent des prêts, des dons, etc., etc. Le gouvernement burkinabé a bien vu. Il a bien vu ça. Je dis que ce n'est pas les enfants. Et ils ont très bien compris. Et comme je dis, les leaders au Burkina, au Niger et au Mali sont conseillés par beaucoup d'Africains aujourd'hui. Hein. Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est que les Africains, peut-être pas ceux qui sont allés étudier en France, mais tous ceux qui vont étudier à Londres, en Angleterre et à Londres, ceux qui vont étudier en Inde, ceux qui vont étudier en Chine, surtout ceux qui vont étudier aux États-Unis, au Canada, quand il y a quelque chose en Afrique, ils n'hésitent pas à proposer leur expertise pointue, gratuite aux hommes d'État. Que ce soit les Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou bien Abdourahmane Tiani. Mais la raison pour laquelle certains ne s'affichent pas, c'est parce que vous savez très bien, vous avez vu ce qui est arrivé à Kalala Omotunde, quand il a commencé à parler un peu trop en Afrique, on l'a empoisonné, il faut le dire, on l'a empoisonné, il est mort. Parce qu'on voyait qu'il parlait un peu trop, il ouvrait derrière tous les yeux des Africains, on l'a empoisonné et lui-même s'est mis dans une situation. Hein, quand vous êtes un activiste, vous n'allez pas vous balader n'importe où et dire n'importe quoi. Donc, vous avez beaucoup de gens qui ne se montrent peut-être pas, mais qui conseillent les hommes d'État en leur disant attention. Et en l'occurrence, le Burkina, pour des raisons de sécurité nationale, le Burkina Faso, je le pense, pour la création d'une banque comme ça, le premier objectif, c'est d'abord les raisons de sécurité nationale. Ça veut dire que la sécurité nationale du pays, quand vous déplacez l'argent du trésor, vous déplacez l'argent des entreprises publiques, vous déplacez l'argent des institutions publiques, des établissements publics, comme ce qu'on dit les EPI et les EPA, établissements publics industriels, c'est ça, EPA, établissement public administratif, je sais pas. C'est un truc que j'ai étudié très longtemps en droit public. Quand vous déplacez cet argent-là et que vous mettez dans une banque qui est sous le contrôle de l'État, même s'il y a du vadrou, même s'il y a du désordre là dehors, l'État peut arriver au moins à tenir l'administration en payant les salaires, peut arriver à tenir les entreprises publiques, peut arriver à tenir les établissements publics fonctionnels, parce qu'il y a une banque. Dans cette banque, il y a les dépôts et cette banque peut accorder des crédits. Voilà, ça c'est important de le dire. Donc c'est d'abord pour des raisons de sécurité nationale. Deuxièmement, l'État veut bien contrôler une quantité de la masse monétaire qui sert à financer l'économie. Voilà. Parce que très souvent, les banques étrangères viennent, reçoivent ces dépôts-là, utilisent ces dépôts, font des crédits, mais font des crédits à qui? À des opérateurs étrangers, financent les projets des entrepreneurs étrangers, mais ne financent pas les projets des entrepreneurs nationaux. Ceux qui sont camerounais comme moi connaissent bien que la BICIC au Cameroun, quand elle est tombée en faillite, il y avait 2 à 3 000 milliards de créances impayées qui étaient le fait des entreprises étrangères qui sont parties, ont plié bagage au Cameroun, n'ont pas payé cet argent. Et qui est-ce qui a payé cet argent? Mais c'est l'État du Cameroun qui a payé. Bon, si au moins on avait donné cet argent à des nationaux, on sait que les nationaux, quand ils travaillent, réinvestissent sur place, les entreprises étrangères, quand ils viennent travailler, rapatrient l'argent. Donc, le gouvernement burkinabé certainement met le pied dans la fourmilière en disant, voilà, nous allons créer une banque qui va concentrer les dépôts et qui va avoir un plus. Comme ça fait que
Celui qui vient sur le marché du Burkina Faso comme étant un banquier, parce qu'on a vu ça en Afrique. Quelqu'un arrive, il investit juste 1 milliard pour le capital social. Ou c'est 1 milliard, on lui donne le capital social, on lui donne la licence pour créer la banque. Alors, il va bousculer au niveau du ministère des Finances, on lui dépose, si les recettes budgétaires du pays, c'est 3 000 milliards, par exemple, comme au Burkina, on lui dit, bon, on va te donner 10%, on lui dépose 300 milliards. Les entreprises publiques, par exemple, concentrent 5 000 milliards, on va te donner encore 10%, on lui dépose 500 milliards. Donc, il a 800 milliards de dépôts et c'est avec ça qu'il commence à faire les affaires pour donner les crédits. Sauf que, quand il arrive, il a de l'aversion terrible pour les nationaux du pays. Il ne les aime pas. Oh, ils sont comme si. Ils passent tout. Moi, je travaille avec ces gens. Ils passent toute la journée à insulter les gens alors qu'ils vivent des dépôts des gens. Et voilà. Et vous voyez que quand il était chômeur à l'étranger, en France, il arrive dans le pays, on lui donne un crédit de 1 milliard pour importer les carreaux sans aucune garantie. Et vous avez un national qui est là, il travaille depuis 10 ans. On lui refuse un crédit de 30 millions de francs pour construire un entrepôt et installer les machines et commencer à créer une mini-industrie. Donc ça, c'est frustrant. Et ça, les autorités peuvent voir en Afrique. Et dans les pays où les gens peuvent décider, et décider rapidement, les gens commencent à prendre des décisions qui s'imposent. Là où ailleurs, on hésite, les gens commencent à prendre des décisions. Il dit, voilà, nous allons créer une banque de dépôt du Trésor, nous allons créer une banque qui reçoit les dépôts des entreprises publiques, qui reçoit l'argent de la coopération internationale. Cette banque-là va donner d'abord et prioritairement à 90% les crédits chez les nationaux qui ont des bons projets. Voilà. Vous avez une raffinerie. La raffinerie vend pour 800 milliards de pétrole. Et la raffinerie fait une marge nette un bénéfice net de 200 ou 150 milliards. Les 150 milliards, la raffinerie a besoin de réinvestir 80, mais de garder 70 dans ses réserves. Les réserves, elle n'est pas obligée de les laisser en cash. Elle peut les mettre en bon de caisse pour la banque de dépôt public. Elle dit, bon, je les mets en bon de caisse pour 4 ans. La banque utilise cet argent-là pour faire des prêts sur 5 ans aux entrepreneurs nationaux qui travaillent et remboursent. Il faut le dire qu'en Afrique, les gens prennent des crédits et remboursent. À partir de ce moment, les gens commencent à prendre des crédits pour travailler, des entrepreneurs burkinabés. Nous avons de l'élevage. J'ai vu un autre, j'ai partagé sur ma page, un ancien de l'armée. Il a un élevage de 10 000 bœufs. OK, vous avez 10 000 bœufs. Vous êtes combien à avoir? On est 10 comme ça. Ça fait 100 000 bœufs et chèvres et moutons, etc., etc. On va vous donner un crédit de 2 milliards pour ouvrir une boucherie moderne. 3 milliards ou 10 milliards. Vous ouvrez une boucherie moderne. Vous créez la valeur ajoutée. Vous commencez à faire la viande découpée. Vous commencez à faire le traitement des eaux. Vous commencez à faire, etc., des urines, etc., 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 etc. Vous augmentez le chiffre d'affaires. Vous créez la valeur ajoutée pour l'économie locale. Et vous remboursez. L'État suit, vous remboursez. Le seul problème là-dedans, c'est si un truc comme ça commence à devenir un instrument, comme malheureusement avec l'arrivée de ce qu'on a appelé entre guillemets le multipartisme et la démocratie, ça devient un objet de marchandage. Ça veut dire que les gens viennent dire au président, je te soutiens à condition que tu me donnes un crédit que je ne rembourserai jamais. On a vu ça au Cameroun. Les gens, les hommes politiques là qui font des affaires, ils prennent des crédits et ne remboursent jamais. Dès qu'on dit rembourse, ils créent le mouvement dans son département d'origine et on va à la présidente dire non, laissez ça tomber. Et ça fait des trucs. Mais c'est un problème d'abord de sécurité nationale. Deuxièmement, c'est un problème de politique économique. Je dis encore que ce qui nous a longtemps fait, nous avons reçu un banquier la semaine dernière. Il vous a dit que si un pays veut créer sa monnaie, la première chose qu'il va falloir, c'est d'abord créer des banques locales. Parce que ce sont des banques locales qui vont soutenir la monnaie, qui vont porter la monnaie, qui vont porter l'économie. Ce sont les banques locales, je dis bien. Ce ne sont pas les banques étrangères. Pour sortir la colonisation, il faudra sortir cette histoire de banques étrangères. Les banques étrangères peuvent venir chez nous faire la banque de gros, ça veut dire faire de très grosses, porter nos banques locales pour qu'elles fassent de très grosses opérations ensemble à l'international. Je vais pas aller dans tous les détails là parce que je ne veux pas que le direct là dépasse 1 heure. Mais vous ne pouvez pas compter sur les banques étrangères pour développer votre économie. Elles ne sont pas là pour ça. Ça n'existe pas. À partir de ce moment, la décision du gouvernement burkinabé, je pense que c'est une décision salutaire.